Allô, moi c'est Laurence. Moi, c'est Vicky. On est deux diplômés en anthropologie de l'Université Laval. Puis si tu te demandes ce que ça fait un anthropologue, viens-t'en qu'on en jase entre potes. Si vous aviez à deviner qu'est-ce que ça fait un anthropologue, qu'est-ce que vous diriez? Oh, Je sais pas c'est quoi un anthropologue. Eh boy. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée pour le présenter. Étudie les anciennes sociétés. Ça observe les oiseaux. Je vois quelque chose avec le bois ou quelqu'un qui est spécialisé dans l'entrepreneuriat. une version ancienne de l'archéologie. Non, vraiment, là, non. Un anthropologue, mais ça étudie l'anthropologie. Maman, c'est quoi l'anthropologie? Tu veux que je réponde à qu'est-ce que ça fait? C'est quelqu'un qui étudie l'être humain. Ça étudie les mœurs, les gens. Tu sais comment qu'ils sont, comment qu'on est, comment que ça marche, comment que ça a été. C'est un découvreur de racines des nations et des peuples. Je suis très respectueux des anthropologues. Bienvenue à un autre épisode d'Entre Potes, le balado qui démystifie l'expérience concrète de l'anthropologie francophone canadienne vécue et racontée par des anthropologues de tous les horizons pour le grand public. Allô? Comment ça va, Laurence? Hey, ça va vraiment bien. Puis toi, Vicky? Hey, je suis assez énervée parce qu'on vit une première fois ensemble aujourd'hui. On s'apprête à faire notre première entrevue à distance. On vit ça en gang avec un invité en provenance d'une contrée lointaine. Très lointaine. Alors, on a avec nous Paul Ouaté. C'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui pour tester l'étendue de nos possibles technologiques. Comment ça va, Paul? Ça va très, très bien. Merci beaucoup. Puis merci de l'invitation. Je suis très content d'être là avec vous ce matin. Bien, ça nous fait bien plaisir. Donc, pour clarifier un petit peu les choses là, et dissiper l'aura de mystère qui t'entoure, Paul, tu as derrière la cravate plus de 16 ans d'expérience dans les relations avec les Autochtones et tu gères des équipes qui travaillent sur des études d'impact social et environnemental et des plans de consultation avec les communautés. Tu es aussi responsable des relations avec les Autochtones pour WSP au Québec, où tu pilotes notamment des partenariats commerciaux avec les nations et les entrepreneurs autochtones. En plus de ton côté gestionnaire, tu portes aussi le chapeau de chercheur, chargé de cours en anthropologie et études autochtones, ainsi que d'auteur, notamment par la parution de ton livre « L'alternative patrimoniale des Iuch » en 2024. Je l'ai bien dit cette fois-ci? Oui, tu as très bien dit. Super! Il est donc peu dire que tu as plusieurs cordes à ton arc. On est bonne pour trouver des invités avec des longs CV, hein, Vicky? Hey, ça pratique ma respiration. Je retiens mon souffle. C'est ça. Hey, sans plus attendre, là, Paul, je vais te poser the question. Écoute, c'est quoi la chose la plus funky qu'on t'a jamais dit sur les anthropologues, sur l'anthropologie? Alors, j'ai eu le temps de réfléchir un peu à cette question-là parce que, comme je vous ai dit, j'écoute, je pense que j'ai écouté tous vos épisodes, donc j'ai été vraiment intéressé par les réponses de tout le monde. Et c'est vrai que classiquement, on confond souvent l'anthropologue avec l'archéologue. Je trouve que c'est vraiment un classique. Ou alors, il y a des gens aussi qui, quand ils paraissent savoir ce que ça fait un anthropologue, ils sont comme vraiment étonnés d'en rencontrer un. C'est comme si on était une figure mythique. C'est ça, ils me On est disent comme des souvent, drôles de tiens, c'est bibites. la première fois que j'en rencontre, ou c'est pas souvent qu'on rencontre des anthropologues. Donc ça, c'est assez drôle. Puis on sait pas trop quoi dire dans ces cas-là, tu sais. Donc parce qu'on sait pas si C'est ils savent positif vraiment ce ou que ça fait négatif. ou pas, ou exactement. Mais aussi moi, dans mon travail, tu sais, comme tu l'as dit en introduction, j'ai travaillé quasi exclusivement en tant qu'anthropologue avec des membres des nations, des Premières Nations au Québec. Et là, d'être anthropologue, c'est pas forcément quelque chose de super funky, justement, ou Ben oui, positif. ouais. Donc, c'est pas quelque chose qu'on met de l'avant dans toutes les situations, forcément. Donc, OK. Ben, peux-tu nous en parler? Ben oui, là, tu nous Écoute, intrigues ben, parce tu sais, que... c'est ça, c'est que la figure de l'anthropologue est associée à évidemment toute une forme de, comme on dit aujourd'hui, d'extractivisme des savoirs dans les populations autochtones notamment. Donc, qu'on le veuille ou non, l'anthropologie et la figure de l'anthropologue, peu importe la personne qu'on est en tant qu'anthropologue, ramène à ça.
et il faut évidemment l'accepter, le respecter et, prendre conscience des impacts de l'anthropologie sur les populations avec lesquelles on travaille. Et là, Ben oui. j'élargis à plus large que les autochtones, évidemment. Ben oui, mais justement, tu sais, moi, ça me fait penser à mes cours de bac, là, où on nous avait dit justement que les peuples des Premières Nations, ben c'est comme ça a été un terrain très, très occupé là, par l'anthropologie au Québec, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand ils nous voient arriver, ils sont comme, bon, un autre, là, tu sais. Ça a été très, très, très étudié par nos collègues, puis justement, ça a eu des impacts sur les communautés. Ça nous ramène, en fait, à la réflexion sur le rôle de l'anthropologue puis son devoir de ne pas nuire, du moins, sur le terrain. Exactement. Là, avant de parler justement de terrain, là, j'aimerais ça, Paul, de savoir, toi, comment tu résumerais très, très succinctement l'anthropologie là, à quelqu'un qui est plus ou moins familier avec la discipline, là, quelqu'un justement qui nous voit de manière mythique puis qui est pas trop sûr de qu'est-ce que c'est. Là. Mais moi, ce que je trouve, ce qui vraiment caractérise, ce qui fait la différence, justement, c'est l'observation, notamment autour de la culture, des cultures et des différences culturelles entre les différentes populations et les groupes de personnes. Donc moi, je trouve que c'est vraiment ça qui caractérise l'anthropologie et ça peut se manifester autant dans des domaines politiques, économiques, sociétaux, religieux, sportifs, etc., etc. Je pense que de le voir comme ça, on se rend compte à quel point finalement les différences, disons, culturelles, voire peut-être même ontologiques, un concept qu'on utilise de plus en plus en anthropologie, notamment au cours des dernières décennies. Ça s'applique finalement à tous les domaines des sociétés. Donc, c'est pour ça que je pense que l'anthropologie peut s'appliquer à peu près à tous les domaines de la société et de la vie en général. Ben oui, puis là, tu nous as parlé de l'ontologie, là, en fait. Ouais. Bon, l'ontologie, là, ça aussi, c'est une bébite qu'on appréhende à distance, puis qui fait partie des nombreux concepts de l'anthropologie, mais c'est pas, tu sais, c'est un mot fancy, là, qui, en fait, va définir un peu la façon dont une culture ou une société va comprendre ou définir sa réalité, mais aussi leur place dans le monde et dans cette réalité-là. En gros, c'est un peu comme la vision qu'on a du monde, hein, comment on voit les êtres vivants, les objets, les esprits, puis même ce qui se passe, par exemple, après la vie. Par exemple, si on prend l'exemple des cultures animistes, ben ça va conférer aux animaux ou même aux éléments de la nature une âme, ce qui va différer, par exemple, d'autres cultures où c'est pas tout à fait la même chose, où on voit pas les éléments de la nature de la même façon, ou plutôt on va voir la nature comme une source de matière disponible à transformation. Fait que dans l'ontologie, c'est un peu comme une carte mentale que chaque groupe humain va se faire sur ce qui existe et comment toutes les choses sont reliées entre elles. Puis l'ontologie, effectivement, comme tu l'as dit, Paul, ça varie grandement d'une culture à l'autre, là, donc ce qui veut dire ce qui est réel pour un groupe peut ne pas l'être pour un autre groupe. Donc ça, c'est une petite petit topo, capsule rapide du concept d'ontologie pour j'espère que Sylvie Poirier va être fière de moi. Mais Paul, donc, pour toi, l'ontologie, c'est au cœur de la pratique de l'anthropologie? Oui, et puis ça l'a été aussi vraiment, comme tu dis, dans la pratique, c'est-à-dire vraiment sur le terrain. Et là, je fais aussi beaucoup référence à Sylvie Poirier, qui était ma co-directrice de ma thèse de doctorat. On la salue! Oui, parce qu'elle m'a vraiment beaucoup aidé et accompagné dans la compréhension du tournant ontologique en anthropologie. Et j'ai vraiment beaucoup allumé là-dessus, notamment, mais en voyant des choses assez concrètes finalement sur comment m'aider sur le terrain à vraiment prêter attention à ce que me disent les gens et à vraiment essayer de comprendre ce qu'ils étaient en train de me dire.
Ben Euh, justement, là, tu viens de parler, bon, de ton doctorat, de ton terrain, mais comment, bon, on sait, là, ça se passe rarement comme prévu, un terrain, oui. mais comment s'est passée ta première expérience de terrain, puis comment, justement, les apprentissages par rapport à l'ontologie ont pu t'aider ou, au contraire, Bah écoute, mis des ouais, embûches? excuse-moi, à ce moment-là, je faisais pas d'anthropologie. En fait, j'étais en géographie. Et puis, comme vous pouvez Ah! l'entendre, je suis d'origine française et j'étais à l'université en France. Mais mon projet de recherche traitait d'un sujet au Québec qui était la foresterie communautaire. Hmm. OK? Et c'est comme ça en fait que je suis arrivé à Waswanipi parce que mon directeur de recherche à ce moment-là m'avait demandé de trouver la communauté la plus innovante en termes de gestion forestière au Québec. Euh, Au Québec, parce que moi, je voulais aller au Québec, j'étais déjà allé quand j'étais plus jeune, puis je voulais y retourner dans le cadre de mes études. Et donc, je suis tombé un peu, si on peut dire ça comme ça, sur Waswanipi, qui avait à l'époque une forêt modèle, qui était un réseau fédéral de forêts modèles, et c'était la seule forêt modèle autochtone au Québec, au Canada. Est-ce Donc, que, excuse-moi, Paul, de t'interrompre, oui, pour nos auditeuristes, est-ce que tu peux situer un peu cette communauté-là? Elle se trouve où au oui, Québec? C'est associé à quelle nation? oui. Alors, Waswanipi, c'est une des 10 communautés des Cris ou des Iuch, qu'on appelle aussi les Cris de la baie James, Mhm. les Cris d'Ioschi, qui est le nom de leur territoire. Et Waswanipi, c'est la communauté la plus au sud. Donc, elle se trouve le long de l'autoroute 113, entre Chibougamau et Val-d'Or, précisément. Donc, tu es un peu tombé sur Oui, cette communauté-là et ça t'a amené lentement, mais sûrement à t'intéresser plus à des notions anthropologiques, si je comprends bien. c'est ça. C'est que finalement, je m'intéressais pour comprendre la manière de couper la forêt et de gérer la forêt. Évidemment, je suis allé voir tout ce qui concernait la culture pour comprendre justement ces manières de faire très spécifiques. Et c'est là où j'ai vraiment découvert finalement l'anthropologie des cris en général et de Waswanipi, parce qu'il y avait eu plusieurs anthropologues qui avaient travaillé à Waswanipi spécifiquement. Je découvrais pas l'anthropologie en tant que telle parce que j'y avais déjà eu accès auparavant dans mon parcours Mhm. sans chercher à en faire spécifiquement tant que ça. Mais là, sur le terrain, j'ai aussi été guidé par plusieurs personnes qui m'ont beaucoup emmené sur le territoire, qui m'ont aidé vraiment à comprendre énormément de choses en me prenant par la main et m'expliquant énormément de choses du contexte forestier dans lequel ils étaient et de leur culture à proprement parler. Mais bon, ça, c'est l'image un peu, disons, globale de la première expérience, mais j'ai passé un mois à Waswanipi, mais au début, je pensais y passer une semaine. Donc, et c'est là où finalement j'ai compris que ça a fait une différence en bout de ligne aussi de rester plus longtemps parce Ben que oui. j'ai fini par aussi rester dans la communauté parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'hébergement à ce moment-là. Mais j'ai réussi à me faire héberger dans une maison qui accueille les travailleurs extérieurs. Et donc ça a tout changé. Ça a tout changé mon expérience personnelle, mon expérience scientifique. Ça a été vraiment extrêmement bénéfique pour mon travail et puis pour moi, personnellement. C'est ce qu'on appelle une erreur Comment heureuse. t'appelles ça? Un heureux imprévu? Je pense que Ouais, c'est c'est ça Ouais. que tu dis d'habitude, Vicky. En tout cas, j'en perds mes mots. Un grand classique. Mais là, Paul, ça veut dire que tu as commencé en géographie sociale. Ouais. Ça, c'était à ton doctorat. Non, non, ça c'était à ma À maîtrise. ta J'ai une maîtrise. maîtrise Ok, en c'est ça. géographie. OK. Puis Puis après ça, pour le doc. cette expérience-là à Waswanipi, j'ai fait, faut que je fasse de l'anthropologie. En fait, c'est ça qui m'allume le plus. Voilà. Ah, Voilà. Donc, alors, voilà, c'est la donc j'ai conversion. atteint, c'est ça. Donc, j'ai quand même, mais tu sais, ça m'a pris vraiment longtemps avant de réaliser ça parce que tu sais, je suis allé au bout de ma maîtrise en géographie et c'est en cherchant c'est une job sur le marché de l'emploi à ce moment-là en géographie, aménagement du territoire, je me suis dit, c'est vraiment pas ça que je veux faire. Hmm. Et donc là, Mhm. j'ai comme à la dernière minute fait un dossier pour pouvoir rentrer dans une université en France en anthropologie, puis j'ai été pris dans un département d'ethnologie en France, Mhm.
à l'Université de Strasbourg. Et là, j'ai fait de l'anthropologie pendant un an. Je suis retourné à Waswanipi l'année suivante, donc dans le cadre d'une maîtrise. Et après, j'ai pas fait de doctorat tout de suite parce que je voulais pas faire de doctorat. Je voulais vraiment faire de l'anthropologie appliquée Mhm. en venant à habiter au Québec. Et c'est après 2 ans finalement d'avoir tant bien que mal trouvé des contrats en tant que travailleur autonome que je me suis dit un doctorat, ce serait pas une mauvaise idée à la fois pour me faire un réseau puis pour me faire une expertise aussi. Super. Puis après les études, comment ça s'est passé sur le marché du travail? Parce que, bon, là, tu nous as déjà mentionné que tu avais accepté, tu avais eu quelques contrats à titre de travailleur autonome après ta maîtrise, mais l'entrée sur le marché du travail après ton doctorat, comment ça s'est passé? Puis comment tu as navigué cet ajustement-là? Ben, j'ai été chanceux parce que j'ai eu une offre d'emploi tout de suite. Je m'étais quand même pris à l'avance. J'avais prévu ça. Je voulais faire de l'anthropologie appliquée en arrivant au Québec avant de faire mon doctorat. Je suis rentré dans le doctorat avec un projet professionnel, Ah, vraiment. OK. De me dire, bon, tu sais, je vais triper sur l'anthropologie pendant 2 ans avec ma scolarité obligatoire, puis je vais apprendre plein de choses que j'ai pas eu forcément le temps d'apprendre parce que j'ai pas fait une formation complète en anthropologie, donc j'avais des choses à rattraper un peu. Mais je m'étais dit, l'objectif, c'est pas de devenir professeur d'université. Ça, ça a quand même toujours été de travailler en tant qu'anthropologue en dehors du milieu académique. OK. Euh, donc, tu sais, je m'étais comme construit un peu un CV tout au long de mon parcours en doctorat avec cet objectif-là, de me laisser un maximum de choix à la fin de mon doctorat pour me dire, ben, s'il y a des opportunités intéressantes pour, tu sais, dans le milieu académique, ben, j'ai le profil ou pour le milieu non académique aussi. Donc, Mhm. mais après, et puis j'en reviens un peu, tu sais, à ce que au dernier épisode là que vous avez eu Avec Annie. avec Annie Rémillard, et qui était de la manière dont tu montes tes CV Mhm. pour répondre à telle ou telle offre d'emploi au domaine, ou tu sais, selon les titres aussi auxquels tu peux appliquer, etc. Il y a tout un jeu comme ça à voir si on veut jouer ce jeu-là aussi. C'est pas forcément tout le monde qui est prêt à faire plusieurs choses très différentes, là. Donc, mais j'ai été chanceux d'avoir une offre d'emploi. En plus, c'était 2020, donc c'était Covid. Mhm. Donc, j'ai pris l'offre d'emploi et ça a été aussi un soulagement, je te dirais, parce que j'ai fini mon doctorat, j'étais ruiné. Euh, et j'étais Un brûlé. grand classique. Donc là, j'avais un contrat tu sais, qui avec un durée, avec des heures limitées dans ma semaine et un salaire à Ah chaque ouais, deux hein? semaines, ce qui était l'inverse Ouais, de ouais. ce que j'avais vécu les dernières années. C'est Donc vrai que c'était c'est comme quand même. vraiment super. Puis tu sais, j'avais 2 enfants jeunes à ce moment-là, etc. Tu sais, donc c'était vraiment, Ouais. c'était un confort auquel j'avais pas goûté depuis un certain nombre d'années. Ben Et non, c'est ça, clair. ouais, Ben c'est sûr que c'était. les études, c'est ça, c'est difficile d'avoir. On n'a pas vraiment le luxe d'avoir un horaire, là. On est comme tout le temps Exact. dans les études. Puis en plus, ben, comme tu l'as mentionné, on n'a pas tout le temps de rémunération attachée à ça. Donc, ouais, ben tant mieux pour ton emploi. Puis là, Paul, dans le fond, ton doctorat, là, tu fais aussi dans la même communauté IUSH. Oui. OK? Ouais, ouais. J'ai continué à travailler avec les gens à Waswanipi parce que bah, tu sais, j'avais vraiment aimé mes expériences là-bas. Je m'étais quand même fait pas mal de connaissances, des gens que j'avais revus même ailleurs qu'à Waswanipi, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui se déplacent beaucoup, même tu sais, à Montréal, Gatineau, Mhm. Mhm. Québec, là. Ils se baladent quand même beaucoup sur le territoire. Donc c'est ça, et puis j'avais vraiment gardé des bons contacts là-bas, donc je voyais aucune raison de changer, de recommencer tout à zéro. Et puis je savais que mon projet de doctorat, je voulais lui donner quand même une certaine dimension décoloniale, OK? Mhm. donc qui reposait. Et pour moi, à Waswanipi, à ce moment-là, il n'y avait pas
de comités d'éthique, comme il peut y avoir dans d'autres communautés autochtones où il y a vraiment, tu sais, ils regardent les projets de recherche, ils les sélectionnent, ils peuvent même éventuellement les élaborer avec l'étudiant ou les professeurs quand il s'agit de projets, tu sais, subventionnés. Mais donc finalement, la base qui me permettrait de faire ce type de projet-là, c'était mes relations. OK. Et donc, ça m'a quand même facilité le travail parce que ça tout reposait un peu sur les relations et finalement le code d'éthique local dans lesquels ces relations-là se développaient et en particulier les relations avec un chercheur slash anthropologue. Tu sais. Donc, Puis, dans le cadre du doctorat, as-tu continué à approfondir à propos de l'exploitation forestière? Est-ce que tu es allé... non, alors mon sujet de doctorat, c'était vraiment, il y avait un volet anthropologique qui était finalement les conceptions du patrimoine chez les Cris, le concept d'Iwitun. À Waswanipi, vraiment le travail ethnologique a vraiment concerné davantage la transmission, comment les Inuits de Waswanipi transmettent certains savoirs aujourd'hui entre les familles, autant sur le territoire que dans la communauté. Mhm. Et en rapport avec le concept d'Iyoitun. Donc, qu'est-ce qu'ils appellent Ouais. Iyoitun dans la communauté versus qu'est-ce qui est défini politiquement dans une définition qui est supposée être un équivalent à ce qu'on appelle patrimoine. OK. Donc, j'imagine que c'est de cette recherche-là qui est ressorti ton livre publié en Oui, 2024. exactement. C'est vraiment la thèse. Ouais. OK, excellent. Puis Ça, là, c'est quand même une version vulgarisée de la thèse. ouais, Là. J'ai c'est essayé ça. Mhm. d'enlever les bouts les plus plates, là. Mais bon, tu sais, il en faut garder quelques-uns, notamment justement que la discussion sur le tournant ontologique y est. OK. Tu sais, mais Ouais. c'est clairement pas destiné au CRI parce que c'est écrit en français. C'est vraiment destiné plus au monde scientifique francophone. Enfin, en tout cas, c'était important pour moi de faire ça parce que Mhm. je savais qu'un livre, ça allait faire aucune différence pour l'écrit de Waswanipi. Donc, je suis censé retourner à Waswanipi pour faire la présentation du livre et aussi discuter de manière de pouvoir Mhm. rendre à la communauté certaines choses qui ont été produites dans la recherche. Parce que c'est des Ah. choses sur lesquelles on s'est mis d'accord, mais qui ont pas pu se faire à la fin de mon doctorat à cause de la Covid. OK. Et donc, je continue à vouloir le faire. Et je suis toujours en discussion avec la communauté pour pouvoir faire ça, parce qu'on a fait d'autres choses entre-temps, dans le cadre, tu sais, de la méthodologie de la recherche avec eux, en collaboration. Donc, il y a une bonne ouverture au sein de la communauté pour pouvoir se faire ce genre de choses-là. Donc, c'est assez porteur de pouvoir développer ce genre d'initiative, là, de retour finalement, retour à la communauté de certaines choses. Mais ça prend vraiment une collaboration parce que c'est pas moi qui vais décider de ce qui est intéressant Ben non, Mais c'est non, à c'est ça. faire. ça. Mhm. Tu sais, Ah, ça, donc, c'est Puis de tellement... quoi ils ont besoin Ouais. aussi ou de quoi ils ont... Pour... c'est ça, Qu'est-ce qui est intéressant pour c'est ça. ces personnes-là, ouais. Oui, puis c'est Ouais. ça, justement, en tant qu'anthropologue, je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, là, cette espèce Ouais, de réciprocité-là, de tout à retour fait. et tout ça. Donc, si c'est fait, en fait, de la manière que eux le souhaitent, là, c'est le fun que tu aies l'opportunité d'avoir cette Ouais, discussion-là avec eux, puis de boucler la boucle, finalement, là. exactement. Ouais. Puis là, bon, toutes ces expériences-là, super enrichissantes et formatrices, sans aucun doute, t'ont mené finalement à l'emploi que tu occupes actuellement. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que tu fais actuellement à WSP? Oui, alors actuellement, mon rôle, c'est vraiment d'être le responsable des relations avec les autochtones pour le Québec. Donc, il y a comme trois mandats à ce rôle-là. Il y a vraiment un rôle de développement des affaires, donc qui est beaucoup porté sur le développement de partenariats avec les nations, les communautés et les entrepreneurs autochtones au Québec. Et il y a un volet aussi opération. Je participe toujours à des projets
pour certains clients qui peuvent être des clients autochtones ou des clients non autochtones. Et ça peut être des projets vraiment qui touchent plusieurs secteurs d'activité, comme le transport infrastructure, tout ce qui est les projets énergétiques, de la transition énergétique. Ça peut être aussi les évaluations environnementales, évidemment, beaucoup. Et tout ce qui touche le développement minier, tout ce qui est bâtiment et propriété aussi. Donc c'est très large là, WSP, il y a énormément de choses qui se font et on essaie Oui. justement d'avoir une approche multisecteur un peu pour tout ce qui est relation avec les autochtones sans s'en tenir uniquement à ce qui était toujours un peu le secteur classique des relations avec les autochtones jusqu'à très récemment, c'est-à-dire la consultation autochtone dans le cadre des évaluations environnementales et sociales. Là, on essaie vraiment d'élargir beaucoup plus. Oui, Et après le c'est. troisième mandat, il y a un mandat de sensibilisation aussi à l'interne. Sensibilisation des employés Ah aux ouais! réalités historiques et contemporaines là, de nos relations avec les communautés. Donc, c'est pas juste d'amener forcément tout le temps des personnes membres des Premières Nations à témoigner de plusieurs choses de leur vécu individuel et collectif, mais c'est aussi vraiment de, de, de prendre la responsabilité de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Puis qu'est-ce qui a fait que dans notre histoire, les relations avec les autochtones sont là où elles sont aujourd'hui. Donc c'est vraiment destiné aussi à décoloniser finalement les non-autochtones. Mhm. Je t'avoue être agréablement surprise. Ouais. WSP, qui est une grande firme de génie et de services professionnels, là, pour ceux et celles qui ne l'avaient pas compris. Ben, dans ce cas-là, toi, pour remplir ces 3 mandats-là, là, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Ça ressemble à quoi une journée? Raconte-nous ton quotidien. C'est ça? Ben, c'est très varié justement parce que ben, pour le côté opérationnel, tu sais, donc je travaille dans des projets. Donc là, généralement, soit j'interviens vraiment pour répondre à des besoins occasionnels dans des projets où il y a des enjeux liés vraiment spécifiquement aux relations avec les autochtones, c'est-à-dire qu'un client privé ou public est en relation directe avec des nations sur le territoire duquel il a des projets. Et ça, c'est de plus en plus courant que les relations soient vraiment au tout départ des projets. Je Mhm. parle pas de consultation, je parle vraiment de relations, de contact, d'information, etc. Et que des ententes de collaboration, des ententes entre le client et les nations se font. Donc nous, on est là en support de cette relation-là, finalement. On n'appartient quasiment pas à la relation, c'est vraiment une relation entre deux parties. Mais nous, on aide autant notre client que les nations à faire en sorte que cette relation-là soit la plus viable et la plus bénéfique pour tout le monde. Puis des fois, on n'est pas du tout là parce que les gens, ils n'ont pas besoin de nous, puis ils sont capables d'avoir cette relation-là, puis tant mieux. Tu sais, on n'est pas là pour non plus tout le temps supporter. Si la relation est capable de se faire entre eux, c'est vraiment super. C'est ça qu'on veut. Mais si jamais il y a des enjeux, ben, on est là en support de ça. C'est ça, Puis donc c'est un rôle de médiation, c'est un rôle de presque médiation, ouais, d'interprétation un peu, là. Ouais. ouais, à un niveau stratégique là, qui est vraiment très intéressant pour lequel on délivre donc certains conseils dans lesquels on continue à apprendre énormément de choses, on s'adapte beaucoup parce que il y a vraiment une prise de conscience depuis, disons, 5 ans, voire peut-être 10, de l'importance justement de développer ces relations-là. Par exemple, justement, le titre que moi j'occupe ce poste depuis 2 ans. Avant, il n'existait pas du tout à WSP. OK? C'est un nouveau poste. Et puis ce type de nouveau poste existe de plus en plus, que ce soit dans le milieu privé, dans le milieu public. Il y a Mhm. vraiment eu une explosion de postes avec comme titre responsable des relations avec les autochtones, responsable des relations avec les Premières Nations et les Inuits, etc. Donc il y a eu vraiment une prise de conscience qu'il fallait avoir des capacités pour pouvoir prendre ça au sérieux et mettre des personnes qui puissent avoir des compétences pour pouvoir gérer ce type de relation-là. Donc c'est vraiment moi ce que je fais au quotidien, à la fois dans les opérations, dans la sensibilisation aussi. Donc on fait plein d'activités de sensibilisation
en suivant un peu le calendrier des événements autochtones au niveau national. Donc, c'est le 21 juin, Journée nationale des peuples autochtones, et le 30 septembre ou 31 septembre, la Journée nationale de vérité et réconciliation. Mais on essaie aussi de faire des choses qui sortent un peu de ce calendrier pour que ce soit plus continu dans l'entreprise, et ça se fait bien. Et puis, bah, les partenariats. Après, vraiment, le cœur aussi de mon travail, c'est de faire des... Alors, il y a côté partenariat où c'est vraiment, on développe avec des entrepreneurs ou des administrations ou des sociétés de développement ou des nations, disons des relations d'affaires où on va travailler ensemble pour un projet spécifiquement qui vient d'un client privé ou public, encore une fois. Puis là, donc c'est vraiment des relations d'affaires plus formelles, mais dans lesquelles on est capable de vraiment d'aller chercher des niveaux de collaboration qui sont vraiment extrêmement intéressants. Et après, justement, il y a un volet un peu plus collaboration où là, on travaille pas pour un client, mais on essaie justement de développer des relations plus directes, nous, à WSP, avec les nations, les communautés, les entrepreneurs, pour vraiment essayer de développer des projets entre nous pour répondre à des besoins autant des communautés et des nations et des entrepreneurs que de traiter, par exemple, des sujets qui sont importants pour l'ensemble, disons, de l'économie autochtone du Québec. Donc ça, c'est un volet qu'on essaie de développer de plus en plus. Donc d'avoir vraiment nos propres relations directes aussi avec les acteurs de l'économie autochtone au Québec, qui est en pleine effervescence aussi. Donc c'est super intéressant de travailler en ce moment là dans ces conditions-là. C'est ça, c'est un excellent momentum. Puis, oui. Puis une chose qui ressort de tout ce que tu nous dis, là, c'est l'idée de décoloniser, la décolonisation. Bon, notamment par le biais de sensibilisation. Hein, déjà, en connaissant l'historique des relations avec les Autochtones, ça nous permet, nous, en tant que non-autochtones, de comprendre un petit peu, puis de se remettre en question, puis de constater là, des inégalités, par exemple. Mais concrètement, comment ça s'applique? Comment on peut décoloniser la recherche ou décoloniser, je vais le dire, nos pratiques là, en tant que professionnels ou en tant qu'étudiants ou chercheurs? Ben, moi, je pense que d'abord, ça prend des partenaires autochtones. On peut pas se décoloniser tout seul. On a une part de responsabilité à faire un travail sur nous, c'est sûr. Puis ça, je pense que c'est fondamental d'insister là-dessus parce qu'on a trop tendance à s'appuyer sur justement les autochtones pour qu'ils nous expliquent des choses de leur culture, etc. Puis c'est vrai que c'est les meilleurs, évidemment, placés pour le faire. Mais nous, on a à comprendre quelque chose de notre propre histoire, de nos propres systèmes, cadres de référence avec lesquels on fonctionne dans nos sociétés, notre propre culture occidentale, qui fait que on a une posture face aux autochtones ou à d'autres groupes dans le monde. Donc ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important d'insister là-dessus. C'est fondamental. On ne peut pas faire le travail de réconciliation, de décolonisation si on ne prend pas conscience de ça. Mais c'est sûr que pour se décoloniser, après, il faut avoir accès à une information autochtone dans le cadre de relations avec les autochtones qu'on ne peut pas avoir sans rencontrer des personnes, sans développer des relations à plusieurs niveaux. Donc ça, c'est vraiment essentiel, je pense. On peut d'avoir quand même des guides qui nous expliquent un certain nombre de choses qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. Mais je trouve ça intéressant, justement, le fait que c'est important d'avoir des partenaires parce que souvent, bon, historiquement, on le sait, là, puis on n'a pas le choix de le dire, là, mais l'anthropologie, c'est quand même développé en lien avec le colonialisme, puis c'est arrivé très souvent que l'anthropologue, plus souvent qu'autrement blanc, arrive sur une communauté puis identifie de son point de vue de blanc qu'est-ce que ces gens-là ont besoin
ou bien c'est quoi la réalité de ces gens-là. Alors que dans les faits, ben ce que nous, ça nous ramène au concept de l'ontologie, tu sais, ce qui pour nous fait du sens, ce qui pour nous a l'air d'être une priorité, ça l'est peut-être pas pour les communautés avec qui on travaille. Donc, effectivement, là, c'est super intéressant, là, la notion de il faut, quand on construit un projet de recherche, c'est important de pas seulement se poser la question sur ce qui nous intéresse, mais qu'est-ce qui intéresse aussi les gens avec qui on travaille, tu sais. Fait que vraiment, full intéressant. Et ça s'applique aussi aux projets auxquels on offre des services dans le cadre d'appels d'offres de services et d'avoir des partenaires autochtones qui travaillent avec nous. Par exemple, on essaie de faire en sorte que toutes les offres de services qu'on développe soient co-rédigées avec nos partenaires autochtones pour qu'on puisse aussi avoir leur expertise et puis qu'on puisse aussi les placer dans un organigramme de projet à tous les niveaux, que ce soit au niveau technique, ce qui était un peu le niveau où ils étaient cantonnés jusqu'à récemment, mais aussi à tous les niveaux de décision et de gestion et de la direction de projet. Et ça, ça devient de plus en plus un standard dans tous les projets de développement. Heureusement, Donc, heureusement. Et heureusement, tout à fait. Puis il y a encore quand même, même pour ceux qui sont ouverts à aller vers cette nouvelle proposition, il y a encore beaucoup de travail en parallèle pour que ça se manifeste concrètement une fois que les mandats sont attribués et que dans le day-to-day d'un projet, les gens soient vraiment à la place à laquelle on a décidé qu'il devrait être au départ, quoi. Donc, ça bouge aussi énormément dans ce sens-là. Ça se décolonise aussi beaucoup dans ce sens-là. Après, puis là, je vais mettre peut-être plus ma casquette de personnes qui travaillent aussi au niveau de la sensibilisation. Puis ça, je l'ai appris vraiment sur le tas, plus parce que ma formation en anthropologie ne m'avait pas offert ça, mais à quel point ce mot-là peut être confrontant pour beaucoup de monde. Donc, moi, je l'utilise finalement relativement peu. Je l'utilise avec des gens, en fin de compte, selon le niveau de connaissance que ces gens peuvent avoir et d'engagement qu'ils ont pu avoir dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle. Là, je peux utiliser ce terme-là, puis vraiment pousser la discussion à un niveau vraiment super intéressant. Alors que pour d'autres, il faut peut-être plus utiliser des termes qui soient moins confrontants, parce qu'il y a encore énormément d'ignorance, d'amalgame, de confusion. Et pour amener ces gens-là au même niveau, qu'il faut utiliser d'autres concepts pour pouvoir les embarquer avec nous, quoi. Peux-tu nous donner des exemples de stratégies? Ben, ça, c'est vraiment, écoute, je te dirais, c'est encore une fois, puis c'est là où l'anthropologie m'aide beaucoup, c'est dans la relation avec la personne, selon le profil des deux personnes, ben, je vais adapter vraiment donc une posture différente par rapport à un travail de sensibilisation. Donc il faut toujours garder, c'est ça, une dynamique où les gens vont se sentir inclus. Et puis, mais en allant chercher des explications historiques qui soient à la portée de leur compréhension en fonction de là où ils sont rendus. Tu sais, quand on parle de sensibilisation, je pense que c'est d'autant plus important de garder justement l'aspect comme sensible puis d'y aller un peu graduellement parce que sinon, si on rentre trop dans le monde avec justement le colonialisme, blablabla, ben c'est facile de tomber dans la logique du tirage de couvercle, là, de comme... Puis ces idées-là, ces préjugés-là, ils viennent de quelque part, tu sais. Puis si on prend pas la peine de reconnaître d'où ça vient, puis de le déconstruire avec eux, ben ça sert à rien, tu sais. Il faut vraiment y aller dans une optique de discussion, tu sais, parce qu'il y a personne qui aime ça, se faire dire qu'ils comprennent pas quelque chose, tu sais. Faut... C'est ça. Puis, je me demandais justement, on est comme dans un nouveau paradigme, là. Tu disais autant au niveau privé qu'institutionnel, gouvernemental. Donc là, on voit l'exemple de WSP, une firme de génie de services professionnels qui s'en va de plus en plus vers les partenariats avec les Autochtones.
Mais ça, un changement de paradigme comme ça se fait pas du jour au lendemain. Donc là, tu nous parles un peu des défis au niveau de la sensibilisation, qu'il faut vraiment y aller au cas par cas. Y a-t-il d'autres obstacles? Comment c'est reçu, par exemple, par les communautés qui ont toujours été habituées à peut-être être consultées, mais que leur avis n'est pas nécessairement toujours pris en compte, maintenant d'être des partenaires à part entière? Ben, c'est quelque chose qui réclame de plus en plus, puis qui nous disent de faire. Ça vient aussi d'eux beaucoup. Ouais. Comme dans le milieu de la recherche, c'est la décolonisation de la recherche vient des autochtones. C'est venu d'une critique de la manière dont la recherche a été produite, et pas seulement anthropologique, mais anthropologique aussi, évidemment. Et donc d'inclure davantage les partenaires de recherche, tu sais, dès la phase de conception des projets, etc., etc., tu sais. Et dans le monde hors académie, c'est pareil. Ça vient beaucoup. Encore une fois, la prise de conscience, disons, générale est venue après la publication du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et des différents appels à l'action qu'il y a eu. Et puis, par exemple, pour le milieu de l'industrie, il y en a un spécifiquement, c'est l'appel 92. Et donc, c'est à partir de ça que beaucoup d'entreprises et aussi d'organisations publiques ont mis en place des structures qui ont fait en sorte qu'ils pouvaient développer des capacités pour arriver à développer des partenariats et des collaborations de plus en plus. Donc, et ça a pris du temps avant d'arriver là où on en est au Québec, tu sais, à vraiment une effervescence vraiment très forte. Mais il y a encore énormément de travail à faire et puis ça peut être déstabilisant aussi parce qu'on est, comme le milieu académique, on est face à des structures aussi euh, et des pratiques d'affaires, tu sais, qui sont ancrées depuis des décennies. Et c'est très compliqué à changer, hein. Encore, on en revient un peu au travail de sensibilisation, ça va pas se faire du jour au lendemain. Tu sais, ça va vraiment prendre des générations avant d'arriver à quelque chose de très différent. Mais on peut pas De là où... changer les Non, perceptions puis les idées en un claquement de doigts. Puis ça, c'est vrai pour n'importe quoi, là, tu sais. c'est ça. Les membres des nations autochtones, et je reviens toujours à ça, c'est eux qui vont nous dire quoi faire, quoi. Oui. Et nous, on peut les accompagner là-dedans, on peut changer des choses dans nos structures, tu sais, dans notre société occidentale, à laquelle, tu sais, ils appartiennent, mais avec quand même des postures très, très différentes des nôtres. Euh, Mais il faut les écouter. mais il faut les écouter, C'est puis il ça. faut bien les écouter. Il faut les Bien les écouter écouter, oui. sérieusement pour savoir exactement ce qu'ils sont en train de nous dire. Puis bien comprendre ce qu'il faudrait qu'on change pour qu'on puisse le faire. Et puis après, nous, on peut changer plein de choses, on peut faire plein de choses. Puis c'est vraiment encore là un travail de collaboration, mais il faut pouvoir avoir cette qualité d'écoute-là qui, je pense aussi, quand tu es anthropologue, t'aide peut-être plus que d'autres. Parce que tu as développé une qualité de regard, une qualité d'observation, de remise en question et d'application des choses. Ben oui, Quand c'est même, ça, parce tu que sais, on va se le créer dire, quelque là. chose après tout ça, en faire Ben quelque oui. chose tu sais, de Puis de matérialisable. tangible, parce que Ouais, comme le dit le vieil adage, faut que les bottines suivent les babines. Fait que exactement. si tu veux t'inscrire dans une logique de collaboration, ben tu peux pas juste faire des consultations pour la Non, forme non, puis pour non. bien paraître. Faut que tes actions ensuite Ouais. soient concrètes. Mais ça te laisse un champ libre, créatif, qui est vraiment, moi, je trouve toujours extrêmement Ben, stimulant, j'imagine. Là. Ben stimulant. oui, ben Ouais. c'est ça. Que ce What a soit... time to be anthropologue. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Non, parce qu'il y a plein de choses à inventer, finalement. Ben Donc, oui. mais en collaboration toujours. Donc, tu peux avoir une marge de manœuvre personnelle, individuelle, où Mhm. tu t'appuies sur plein de choses qui ont été faites avant toi, etc., etc., où tu as une part de critique, tu as une part où tu dis ça, c'est des choses intéressantes, etc. Et la phase collaboration avec tes interlocuteurs autochtones, etc. Mais il y a vraiment quelque chose de nouveau à développer,
dans plein de domaines de la société dans lesquels on vit aujourd'hui, là. Donc ça, c'est vraiment extrêmement intéressant. Exact, c'est ça. C'est le moment parfait, un très bon momentum là, pour les anthropologues parce que on est formé pour ça finalement. Oui. Donc, ton exemple, en fait, tu incarnes un exemple très intéressant d'emploi qu'on peut faire comme étant anthropologue. Et très, très concret. Là, très, très concret, exactement. Là, je regarde le temps passé, puis je pense que c'est le moment du Culture Pop! Yeah! Donc, Paul, le plancher est à toi. Présente-nous de quoi tu voulais nous parler dans ce segment sur la culture pop. Ben, moi, je voulais vous parler de deux mouvements de journalisme parce que avant de faire des études, j'ai été aussi journaliste en France. J'ai voulu devenir journaliste, mais ça n'a pas duré longtemps. Journaliste, géographe, anthropologue, mais ça, là, c'est la preuve, là. Puis ça, on en a parlé avec mon exemple dans le dernier épisode. Quand on est dû pour être anthropologue, l'anthropologie nous court après, trouve un moyen de nous rattraper. Ça nous tombe dessus. On n'y échappe pas. Mais, ça nous frappe direct dans les genoux. Kick dans la gorge. Donc là, je voulais vous parler vraiment du journalisme gonzo parce que c'est ça qui m'a tenu un peu, moi, je pense, qui m'a amené à l'anthropologie et à une manière de faire l'anthropologie. Parce que en anthropologie, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, il y a énormément de courants, de pensée, de manières de faire de l'anthropologie très conservatrices ou très, disons, progressistes pour être dans une dualité bien occidentale. Mais c'est ça, tout ce qui est le journalisme gonzo, moi, ça m'a tenu vers ce qui était l'ultra-subjectivité. Et ce que moi j'ai fait par la suite après en anthropologie, d'un point de vue autant méthodologique que théorique, mais surtout méthodologique, vers l'intersubjectivité. Et donc ce qui finalement le point commun entre ces deux choses-là, c'était une remise en question et même un rejet de l'objectivisme, qui pour moi est un leurre occidental que j'ai donc c'est dans le journalisme gonzo, c'est vraiment ça. Après, il y a évidemment la prise de psychotropes qui accompagne tout ça, etc. Là, on connaît les œuvres notamment de Hunter S. Thompson, Hells Angels et peut-être plus aussi Las Vegas Parano aussi. C'est ça. Fear and Laughing à Las Vegas. Donc c'est ça, moi ça a été vraiment une influence finalement quand je faisais pas de l'anthropologie qui m'a maintenu vers quelque chose qui allait plus tard m'amener vers un domaine dans lequel j'allais retrouver cette notion de subjectivité à un niveau moindre, mais qui remettait un peu en question cette notion d'objectivité et aussi du réel finalement. Qu'est-ce que le réel? Et le nouveau journalisme aussi a un peu une tendance vers ça. J'ai redécouvert récemment. Excuse-moi, Paul, avant qu'on aille dans le nouveau journalisme, j'aimerais ça peut-être t'entendre parce que tu as parlé d'intersubjectivité puis de ultra-subjectivité. Même affaire. Là, peut-être qu'on pourrait prendre un instant pour marquer la nuance entre les deux. Là, par exemple, moi, de ce que je comprends de l'intersubjectivité, c'est le fait qu'on partage nos idées puis nos expériences avec les autres pour se comprendre, mais que dans ce partage-là, on est autant influencé qu'on influence les autres. Dans le cas du journalisme gonzo, on parle plus d'ultra-subjectivité. Ouais. Donc, comment tu pourrais préciser qu'est-ce que l'ultra-subjectivité et en quoi ça diffère ou ça se rapproche de l'intersubjectivité, mettons? Bon, l'ultra-subjectivité, de ce que je comprends, de ce que c'est par rapport à ces notions d'intersubjectivité que j'ai travaillé, puis à mon rapport aux œuvres de Hunter S. Thompson notamment, c'est que ça te rend extra lucide d'avoir accès à une réalité autre qui est celle que la réalité dite réelle, auquel, disons, le commun des mortels peut voir comme la norme. Évidemment, ça suppose de
de ce que je connais de ce mouvement-là, et c'est peut-être pas systématique, mais une prise de psychotropes. Oui, c'est quand même assez C'est quand même assez omniprésent, ouais. central Mhm. dans la recherche de cette ultra-subjectivité. Ce journalisme-là, tu voulais le mettre en relation avec le phénomène des nouveaux journalistes? Bah, du nouveau journalisme, qui est un mouvement aussi qui a été créé dans les années 60-70 encore aux États-Unis. Et il y a des liens parce que la figure de proue de ce mouvement-là, c'est Tom Wolfe. Et je l'ai redécouvert récemment euh, à travers la lecture d'un de ses romans. Euh, et encore là, c'est d'amener, tout ça, c'est lié au journalisme. Donc le journaliste qui est supposé être un travail factuel, Objectif. objectif, de vraiment de description de la réalité des choses, etc. Comme le journalisme gonzo, c'est une critique justement de qu'est-ce qui est le réel. Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs réalités finalement? Mhm. Donc, Ce qui nous un rappelle jeu de perspective qui nous rappelle l'ontologie. L'ontologie, tout à fait. Et la différence vraiment entre ces différentes réalités, puis à quel point certains groupes vivent des réalités très différentes par rapport à une même expérience. Et là, le nouveau journalisme, il amenait ça sans prise de psychotrope, mais vraiment avec des techniques littéraires dans le travail du journalisme. Et ça a Mhm. été vraiment une révolution dans le journalisme aux États-Unis. Et bon, c'est ça. Et en redécouvrant un peu Tom Wolfe récemment, j'ai fait des liens comme ça avec le journalisme gonzo. En fait, je me suis Mhm. aperçu en faisant des recherches qu'ils étaient vraiment très proches. Hunter S. Thompson et lui, ils vivaient à la même époque. Ils ont été, c'est ça, des amis proches, etc. Donc, ils avaient vraiment des affinités, mais à des niveaux différents, mais avec des propositions, disons, d'intensité très différentes, mais avec le même but. C'était vraiment de remettre un peu en question la réalité et utiliser les formes aussi pour montrer que des réalités autres existaient face à une même expérience. OK. Est-ce que Donc c'est... finalement, ça a été quand je faisais pas d'anthropologie, surtout le journalisme gonzo, ça m'a tenu vers une forme de subjectivité à laquelle j'adhérais sans savoir vraiment tu sais, que ça s'appelait comme ça encore à ce moment-là. Mhm. Et en anthropologie, après, j'ai découvert certains courants de pensée qui mettaient vraiment ça de l'avant, et ça a été vraiment une révélation. Mais aussi dans le travail de Hunter S. Thompson, au-delà, tu sais, il y a son livre sur les Hells Angels, c'est vraiment Ouais. une étude ethnographique Mhm. pure et dure, quoi, où il vit avec les Hells Angels Ben, pendant des mois et des mois. Il devient un Hells Angels même, tu sais, donc ben, c'était ça ma prochaine question, là, parce que, bon, le journalisme gonzo, ça va, je savais déjà à peu près c'était quoi, là, mais le nouveau journalisme, ça m'est pas mal plus obscur. Est-ce que la part d'immersion est oui, aussi importante dans oui, le nouveau journalisme? ouais, il y a un travail de recherche très important. OK. euh, et de discussion avec les personnes, de dialogue avec les personnes et d'immersion dans les événements aussi beaucoup. Donc OK. ça fait aussi Mais partie tu sais, de la méthodologie là, qui était encore possible dans ces années-là. Il y avait vraiment une forme de grande liberté aussi dans ces années-là aux États-Unis pour pouvoir faire ça, ce qui est très difficilement faisable aujourd'hui. Euh, Sauf peut-être, certainement pas dans les médias traditionnels, mais dans d'autres médias probablement, il y en a qui le font encore, là. Mhm. je pense que ça va être un sujet à creuser. Ça Oui, pique beaucoup ma curiosité. Puis c'est Ben, ça, vraiment. c'est des ethnographes non assumés, là. L'anthropologie leur courait après, eux autres aussi, là. ouais, Ils mais je pense savaient qu'ils juste Ben ont... pas. oui. Mais oui, puis Oui. tu sais, en parlant de... Là, je fais une aparté, là, mais en parlant de journalisme d'immersion, là, tu sais, moi, une des figures les plus marquantes dans mon esprit, c'est Nellie Bly, la première Mm. femme journaliste d'investigation qui va infiltrer un asile pour véritablement avoir l'heure juste, disons, sur
les traitements dans cet asile-là, puis comment les gens étaient traités. Donc, elle va infiltrer l'asile, elle se fait passer pour une patiente. Puis, son reportage a été comme un coup de masse là, à l'époque. Puis ça, d'ailleurs, pour ceux et celles qui sont des fans de télévision et de cinéma, ça a d'ailleurs été une des inspirations pour, il me semble, c'est la saison 2 de American Horror Story, où on suit justement une femme journaliste qui décide d'infiltrer un asile. Donc, voilà. Mais c'est une figure... je ne crois pas. Mais c'est une figure qui, à mon sens, est complètement inévitable quand on parle de journaliste d'immersion. Ça fait qu'il y a quand même beaucoup de parallèles à faire avec l'anthropologue puis le travail d'ethnographe. Bon, il y a des méthodologies et des codes éthiques bien différents. C'est ça. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de parallèles à faire. Surtout avec tout ce qui a trait à l'immersion. Hein, parce qu'une des choses qu'on fait en tant qu'anthropologue, c'est aller sur le terrain, puis participer, puis essayer le plus possible de faire les choses là, comme les gens avec qui on travaille. Ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a autant les journalistes qui font ça ou les anthropologues qui sont immergés dans les populations avec lesquelles ils travaillent, on partage la figure justement de la personne infiltrée ou de l'espion même. Moi, j'ai des amis qui se sont fait prendre pour des espions parce que personne ne savait qu'est-ce qu'ils pouvaient bien faire là, à parler à tout le monde, à pas être dans les bureaux. Surtout avec ces amis-là, ils travaillaient dans des communautés autochtones, donc ils n'étaient pas dans les bureaux, ils n'étaient pas professeurs, ils n'étaient pas prêtres. Et donc, ils étaient associés à aucun métier connu, associé non plus à des structures physiques dans la communauté. Ils se baladaient partout. Et ils allaient chez les gens, ils vivaient chez les gens, etc. Donc, à un moment donné, les gens étaient suspicieux et se demandaient bien ce qu'ils pouvaient bien faire là. Et souvent, il y en a qui se sont fait traiter d'espions et ils ont dû vraiment expliquer que c'était pas le cas. Mais cette figure-là revient pas mal quand même, même dans des récits historiques d'anthropologues. Là, Ben oui, puis pas seulement auprès des Premières Nations. Là. Non, moi, je pas pense seulement, à un anthropologue que moi, j'ai lu beaucoup, là, c'est Olaf Zenker, qui explique dans un des chapitres de son livre Irishness is all around us, il explique que à la toute fin de son terrain en Irlande du Nord, il décide de parcourir la ville de Belfast avec une caméra, en fait, à la main. Puis il explique qu'il l'a pas fait avant parce qu'il avait peur de se faire prendre pour un espion. Parce que la culture en Irlande du Nord de suspicion, elle est quand même assez forte là, en raison des divisions puis des conflits qu'il y a eu. Moi-même, d'ailleurs, là, à un moment donné, les gens me regardaient par leur petit store, là, les petits wearers, puis ils se demandaient qu'est-ce que je faisais à regarder les murs. Mais c'est ça, donc ça peut arriver aussi dans des contextes non autochtones, là, parce qu'on est, on est un peu mystérieux. Je pense qu'à quelque part, on est comme condamnés à être les étranges de service là, quand on fait pas ça dans notre propre communauté. Là. Ouais. Vraiment. Hey, ça a été tellement intéressant. Puis c'était le fun d'avoir un exemple concret de quelqu'un qui travaille dans le milieu non académique, qui fait du truc un peu plus appliqué. Merci beaucoup d'avoir été là. Avant de se laisser, par contre, là, ton livre, mettons qu'il y a des gens qui veulent le lire. Ça s'achète, ça se trouve, ça se lit où, de quelle façon, sur quelle plateforme? Bah évidemment, vu que c'est publié sur les presses de l'Université du Québec, vous pouvez le trouver en ligne sur leur site. Sinon, je pense quand même que dans la plupart des librairies commerçantes, vous pouvez le commander assez facilement. Et puis, j'en profite juste parce que j'ai mon ami Emmanuel Dufour qui a publié des illustrations dans ce livre. Et puis, donc, il y a une partie, elle m'a vraiment aidé à conceptualiser de manière illustrée justement le travail de décolonisation. Donc, les vignettes sont destinées à ça, et c'est pour ça aussi que ce livre se veut un peu vulgarisé, même si ça reste un livre scientifique. Même si tu as gardé des bouts de plate de ta tête. Ouais, c'est ça, j'avais pas le choix. Donc, je voulais vraiment lui rendre faire un hommage petit là, pour shout-out. ce travail-là avec moi. Ouais.
Puis tant qu'à compléter ce shout-out-là, pour celles qui sont curieux et qui ne la connaissent pas, Emmanuel Dufour a publié une BD qui s'intitule « C'est le Québec qui est né dans mon pays, carnet de rencontres d'Anikuni à Kiuna », qui est un bijou que j'adore. Donc, vraiment. Tiré de sa thèse aussi de oui, exactement, à Concordia. Fait que là, vous avez du du stock pour divertissement. pas vous ennuyer dans le prochain mois. Yeah! Parfait pour l'hiver, ça. C'est parfait pour l'hiver et le temps froid pour ceux qui préfèrent rester au chaud. Donc, sur ce, je vous rappelle, comme nous dit si souvent notre directrice Michelle Davely, ne boudez pas votre plaisir. Et on se retrouve, comme toujours, le mois prochain pour un autre épisode. Au revoir! Yeah, yeah!